Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre Les 7 vies de Robert Badinter. Et ce numéro est ainsi présenté. Par une singulière coïncidence des calendriers, c'est au moment où s'ouvre le procès des auteurs des attentats terroristes du 13 novembre qu'on va commémorer les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Ce tournant de notre histoire judiciaire restera associé au nom de Robert Badinter, qui 10 ans durant a consacré toute son énergie au service de cette cause. Un combat acharné, loin d'être gagné d'avance, qu'il a mené d'abord en tant qu'avocat, puis comme ministre de la Justice du président Mitterrand. La suppression de la peine de mort n'est néanmoins pas le seul lait de l'ancien garde des Sceaux à la justice et à la société. L'enregistrement du dernier de nos hommages à Bertrand Tavernier, troisième volet d'une conversation avec Frédéric Bourboulon, son principal producteur, a été mis en ligne mercredi dernier. Nous poursuivrons les badas de cette série intitulée « Si c'est pour la culture, on a déjà donné ». Mercredi prochain, nous les poursuivrons par une conversation avec une photographe, Aglaé Bory. Les conditions du prochain enregistrement public le 3 octobre ont évolué. Je crois pouvoir vous dire que nous vous préparons une surprise, mais comme je ne peux pas encore en donner tous les détails, je préfère vous dire que c'est une lettre d'information qui vous précisera ces conditions du prochain enregistrement et que cette lettre d'information devrait vous parvenir au milieu de la semaine prochaine. Intéressons-nous maintenant à un sujet de politique intérieure, celui de la querelle entre la justice et la politique. Le 10 septembre, Agnès Buzyn a été mise en examen dans le dossier de la gestion de l'épidémie de Covid-19 pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle a été placée sous le statut de témoin assisté pour abstention de combattre un sinistre. En cause, le rôle central de l'ancienne ministre de la Santé dans le dispositif gouvernemental entre janvier 2020 et sa démission le 16 février, quand de premiers cas déclarés puis des décès apparaissent en Chine et dans le monde. Les plaignants lui reprochent son inaction ou d'avoir menti sur l'utilité des masques dans le seul objectif d'en dissimuler la pénurie. 16 plaintes ont été jugées recevables sur plus de 14 000. Pour le premier délit, Agnès Buzyn encourt 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Pour le second, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. La décision de mise en examen est le fait de la Cour de justice de la République, juridiction créée en 1993 à la suite de l'affaire du sang contaminé. Cette Cour de justice est la seule habilitée à juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats. Si la création de la CJR constituait au départ un progrès, il ne faudrait pas qu'il se retourne contre la justice elle-même, fait valoir Pierre Egea, professeur de droit public et avocat, relayant une inquiétude assez largement partagée. Il pointe notamment le flou complet des infractions pénales en cause. Mise en danger de la vie d'autrui, c'est très large et permet à peu près tout. Incidemment, on place le juge répressif en position d'évaluer une politique publique. C'est un problème sur le plan de la séparation des pouvoirs, écrit-il. Avant d'autres probables auditions, celle de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran, les responsables politiques s'interrogent sur un risque de judiciarisation de la vie publique au risque d'une paralysie de l'action politique, selon le mot de Jean Castex. À l'Élysée, le chef de l'État s'est ému en privé du sort réservé à Agnès Buzyn, estimant que cela faisait peser un risque sur l'essence même du politique, à savoir décider. 3 autres affaires sont à l'instruction auprès de cette Cour. Les modalités décidées par Éric Woerth de l'imposition de Bernard Tapie après l'arbitrage de 2008, l'affaire concernant Kader Arif, l'ancien secrétaire d'État aux anciens combattants, pour
atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans des marchés publics, et enfin l'affaire de la prise illégale d'intérêt dont se serait rendu coupable le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en saisissant l'inspection générale de la justice dans le dossier des fadettes. Ailleurs dans le monde, plusieurs dirigeants sont sous le coup d'enquêtes judiciaires pour mauvaise gestion de la crise sanitaire, comme en Italie ou au Brésil. En revanche, au Royaume-Uni, une enquête indépendante non judiciaire a été ouverte. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Bien, donc chacun peut avoir évidemment le jugement qu'il souhaite sur la manière dont Madame Buzyn ou ensuite Olivier Véran ont géré cette épidémie à leur poste de ministre de la Santé. Il n'en reste pas moins que la mise en examen de Madame Buzyn pose et souligne les problèmes de la justice en France. On a deux choses qui sont évidentes. D'abord, on a un véritable populisme judiciaire. On a rappelé que la France n'est pas le seul pays où la responsabilité de dirigeants a été engagée. Mais là où la France fait exception, c'est que nous avons 16 000 plaintes devant la Cour de justice de la République, 18 400 devant le parquet de Paris, et ça, il n'y a pas d'équivalent, ailleurs. Surtout, au-delà de ce populisme judiciaire, il y a une vendetta entre les juges et la classe politique qui se développe et qui est extrêmement inquiétante. Donc, on doit quand même rappeler deux choses de bon sens. D'abord, pour Madame Buzyn, il est clair que si on doit critiquer des décisions, en réalité, la stratégie de lutte contre l'épidémie a été décidée par le président de la République et pas par elle, et ce depuis le début. Surtout, les infractions pénales qui lui sont reprochées supposent l'intentionnalité. Et là encore, on peut avoir le jugement qu'on veut sur son action, mais penser que intentionnellement, Madame Buzyn a cherché à mettre en péril la vie des Français ou à ne pas combattre cette épidémie, c'est évidemment tout à fait absurde. Là où il y a un problème, c'est que on a une suite impressionnante parce que ça vient après donc la mise en examen du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Cela vient aussi après quelque chose, là encore, chacun peut avoir l'avis qu'il veut sur Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, mais condamner quelqu'un à de la prison ferme sur la base d'un faisceau d'indices, ça, c'est extravagant. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen explique que pour condamner quelqu'un à de la prison, il faut des preuves. Et donc, on a le retour d'une forme de lettre cachée. Donc, derrière, on a une vraie crise de la justice avec un corps de magistrats qui finalement pense que la justice lui appartient, qui s'est engagé dans une lutte à mort avec la classe politique. On a vu en Italie que ça ne pouvait déboucher que sur une déstabilisation grave de la démocratie. Des magistrats qui aussi maintenant entendent faire la loi, ça on l'a vu avec le Conseil d'État, qui donne des injonctions au gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage en expliquant que la reprise n'est pas assez forte. Si on attend que la croissance soit supérieure à 6,25% pour faire des réformes dans ce pays, on va les attendre longtemps, ou qui donne un calendrier pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et pendant ce temps, il n'y a plus de justice pour les citoyens. La délinquance explose et par ailleurs, les délais sont extravagants. Pour avoir un jugement de première instance en France, il faut 309 jours contre 19 au Danemark et 91 aux Pays-Bas. Et je rappelle que c'est la seule démocratie où pendant le premier confinement, pendant 3 mois, l'activité judiciaire a été à zéro et les tribunaux fermés. Donc, je crois qu'il faut quand même tenir ce qui se passe pour des vrais facteurs d'alerte, parce que le problème que ça pose, alors on comprend bien l'origine. L'origine, c'est que d'un côté, c'est vrai qu'on a un État qui est obèse et impuissant, et de l'autre côté, il n'y a plus de responsabilité politique avec l'hyper-présidentialisation. Donc, il n'y a pas de vrai contrôle parlementaire. Donc, quand les choses ne vont pas, les citoyens sont exaspérés et finalement, le seul débouché qui reste, c'est le pénal. Et je pense qu'il faut sortir de ça. Donc, comment est-ce qu'on pourrait en sortir ? Ça suppose de réfléchir à l'équilibre des institutions. Je pense qu'il faut rétablir une véritable responsabilité politique dans ce pays. Pour l'instant,
tant que le président de la République ne vous met pas dehors comme ministre, il ne peut rien vous arriver sur le plan politique, et ça n'est pas normal. Il faudrait que le Parlement retrouve un véritable pouvoir de contrôle. Et à l'inverse, il faut effectivement, je crois, faire de la justice un véritable pouvoir dans ce pays, lui donner par ailleurs les moyens de fonctionner parce qu'elle est complètement prolétarisée, mais à l'inverse, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle et de responsabilité de l'action des magistrats qui doivent quand même se rappeler la fameuse formule de Montesquieu, c'est-à-dire que les magistrats sont là pour être la bouche de la loi et qu'ils doivent renoncer soit à expliquer qu'ils sont au-dessus des citoyens et du droit pour imposer leurs valeurs et leurs combats, soit se mettre à la place du législateur. C'est beaucoup plus important que ce qu'on ne croit pour traiter la crise de la démocratie en France, parce que si on continue, très franchement, on a d'un côté des magistrats qui se comportent comme les parlements d'Ancien Régime, et donc ça termine par une grave déstabilisation déstabilisation du système politique. Et par ailleurs, si on continue à ne plus avoir de moins en moins d'états de droit et de plus en plus d'arbitraires dans ce pays, la France va ressembler de plus en plus à une démocratie libérale, et je ne crois pas que ce soit souhaitable. Michaela Wiegel. Oui, beaucoup était déjà dit par Nicolas Bavrez, mais j'aimerais justement appuyer sur cet aspect que ce populisme judiciaire, en quelque sorte, est une conséquence du manque institutionnel de possibilités de ce que les Anglais appellent les checks and balances, c'est-à-dire les moyens de contrôle, et notamment parlementaires. Et effectivement, je suis assez étonnée de voir que tous les débats qui étaient un des débats des dernières présidentielles sur la nécessité de renforcer le parlementarisme et notamment le pouvoir justement donné aux représentants du peuple de contrôler le gouvernement et les décisions du gouvernement, tout ce débat-là a été complètement étouffé avec en plus une réforme constitutionnelle qui n'a jamais abouti et qui était en elle-même pas forcément porteur, même si elle affichait ça comme objectif, d'un plus grand pouvoir de contrôle du Parlement. Donc une faiblesse institutionnelle qui amène, à mon avis, à une véritable paralysie ou à une lenteur dans les processus de prise de décision. J'avais été très, très étonnée dans la première phase de la pandémie de voir la différence avec l'Allemagne. Et à l'époque, l'ambassadeur d'Allemagne m'avait expliqué qu'il y avait une raison principale, c'est qu'en France, tous les responsables voulaient d'abord s'assurer que juridiquement, c'était inattaquable ce qu'ils faisaient, alors qu'en Allemagne, ils n'avaient pas la même crainte d'une judiciarisation de leur action politique. Et c'est malgré le fait qu'en Allemagne, on a eu des scandales autour de l'achat des masques, notamment, où des députés se sont enrichis en prenant des grosses commissions. Mais cela a été d'abord révélé par la presse, et c'est un autre aspect de dysfonctionnement, je dirais. Non seulement le contrôle parlementaire ne marche pas bien, la presse aussi, et souvent plus dans une espèce de surenchère que dans un véritable devoir d'information. Et donc, je crois qu'on peut dire que ces deux facteurs qui, normalement, amènent les citoyens à avoir confiance dans les institutions et aussi dans leur propre pouvoir de contrôle sont dysfonctionnels actuellement. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est une affaire quand même très, très intéressante. Alors évidemment, les juges n'ont pas été très courageux parce qu'ils s'en sont pris à Madame Buzyn. Ils ont vraiment tiré sur une ambulance et même politiquement sur un corbillard.
parce que Madame Buzyn est déjà morte politiquement. Elle a vraiment payé au prix fort des erreurs ou des non-erreurs, je n'en sais rien. Moi, je trouve que c'était globalement un bon ministre, même si effectivement, elle a manifestement un peu vacillé, un peu hésité, comme tout le monde, d'ailleurs, comme beaucoup de gens au début de la crise. Mais en tout cas, elle a démissionné dans des conditions très maladroites. Madame Chemin a appliqué la règle du cardinal de Richelieu. Donnez-moi 3 lignes de la main de quelqu'un, je le fais pendre. Elle a publié un bref interview, même pas une interview, une confidence de Madame Buzyn qui a été fatale. Ensuite, elle s'est présentée à la mairie de Paris dans des conditions épouvantables. Et elle a été liquidée politiquement. Donc là, vraiment, ce sont pas des aigles, hein, les juges. Ce sont des vautours dans cette affaire. Bon, mais au-delà de ça, et alors j'attends qu'ils, parce que maintenant ils serrent un peu les fesses, j'attends qu'ils s'en prennent aux vrais responsables, qui d'ailleurs ne sont pas coupables, loin de là, mais sont des vrais responsables, c'est-à-dire non seulement Véran, mais le Premier ministre Édouard Philippe, pardon, c'est Olivier Véran, Édouard Philippe, voilà. Et ça, je demande à voir, parce que c'est complètement absurde. Alors, sur le fond, ça pose un problème vraiment intéressant, c'est pas simplement, c'est la confusion des rôles. La responsabilité d'un homme politique et la culpabilité d'un homme tout court, c'est pas de même nature. Qu'est-ce qu'on peut reprocher, qu'est-ce qu'on doit reprocher à un homme politique? C'est de se tromper. C'est de manquer de zèle, de manquer d'énergie, de manquer de clairvoyance. Ce sont des qualités morales qui ne s'apprécient pas en termes juridiques. Mais la responsabilité de l'homme politique, c'est ce qui en fait sa grandeur. La grandeur du métier et son extrême danger, c'est que vous devez gérer à la fois l'incertitude, vous ne savez pas où vous allez. Celui qui l'a admirablement dit, c'est Turgot. Garfort citait toujours notre rôle, disait Turgot, comme nous ne disposons pas des éléments d'appréciation, c'est en quelque sorte de prévoir le présent. C'est vrai que le présent ne se laisse pas lire, il se laisse prévoir. Et quand vous faites de la prévision, vous vous trompez. Et on voit bien à quel point Madame Buzyn, par exemple, a hésité. Deuxièmement, c'est que vous gérez la pénurie. Vous gérez la pénurie, vous êtes en face de gens qui demandent des choses, vous n'avez pas les moyens. Les masques, c'est absolument typique. Alors en plus, dans les masques, je veux dire que moi, j'ai bien vu l'avis de l'OMS du mois de janvier 2020, disant que les masques, c'était tout à fait inutile. On avait ça. C'est cité dans le rapport de mon prédécesseur à la présidence de la Commission des Affaires étrangères, Marielle de Sarnez, qui, dans son grand rapport sur la pandémie, cite les déclarations. Donc, ils sont trompés. On voit bien qu'on était mal. Et puis, à un moment, quelques années avant, on avait détruit le stock de masques qui avait été réalisé par Roselyne Bachelot, qui n'avait pas servi d'ailleurs, parce que l'épidémie s'était arrêtée avant du temps de Roselyne, mais qui était là. Et bon, tout ça, c'est vraiment... et en plus, la troisième chose que doit gérer un homme ou une femme politique, c'est un conflit de valeurs. C'est que vous êtes en face d'exigences de valeurs que vous ne pouvez pas satisfaire simultanément. En l'occurrence, il y en avait 3 qui étaient en cause. Il y avait la santé, impératif catégorique s'il en est, la liberté, qui est un impératif aussi catégorique s'il en est, et enfin la survie physique, économique, sociale d'un peuple qui a besoin de manger pour vivre, qui a besoin d'avoir un emploi. Donc la décision politique est forcément un arbitrage. Un arbitrage, et dans arbitrage, il y a arbitraire. Et là, je voudrais faire une remarque à propos de Montesquieu. Je crois que, moi j'adore Montesquieu évidemment, mais j'avais été très sensible aux critiques qu'avait faites en son temps, dans les années 60, René Capitan, dans son analyse de Montesquieu, en disant que Montesquieu confond le pouvoir exécutif et le pouvoir gouvernemental. Or, ce sont des pouvoirs qui ne sont pas de même nature. Le pouvoir exécutif, ça consiste à exécuter des lois. Donc, vous les exécutez ou vous les exécutez pas. Si vous les exécutez pas, vous êtes coupable. Mais le pouvoir gouvernemental est une autre nature. Comme le rappelait Capitan, gouverner, c'est donner la direction. C'est donc faire des choix. C'est donc dire je privilégie cela parce que ça paraît... Je ne suis pas, dans cette affaire-là, tenu par la loi. Je suis tenu par, évidemment,
évidemment le respect des lois, bien sûr, mais tenu par le diagnostic que je formule, la stratégie que je conçois, elle est bonne ou mauvaise. Et donc, c'est là où il y a une catégorie qui est tout à fait importante et qui est la catégorie du pouvoir gouvernemental, qui est le pouvoir du magistre et pas le pouvoir du fonctionnaire. C'est la différence entre... Bon, donc là, on a quelque chose Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne sanctionnez pas politiquement et judiciairement la même chose. Vous sanctionnez politiquement des défaillances intellectuelles, morales, éventuellement, ou de capacité. Un type comme Paul Reynaud, il avait tout compris des mécanismes qui allaient conduire à la défaite de la France. N'empêche qu'il a été un assez piètre chef de gouvernement parce que il savait pas tout à fait. C'était un avocat engagé dans l'administration. C'était un peu difficile. On n'allait pas le sanctionner. C'est le seul qui avait tout compris. Il avait compris la politique étrangère qu'il fallait faire, la politique militaire qu'il fallait faire, la politique économique qu'il fallait faire. Il a été en revanche un excellent ministre de l'économie et des finances. Donc vous avez d'un côté des défaillances, les défaillances qui sont sanctionnées par la justice, c'est pas des défaillances, c'est des manquements à la loi, c'est la trahison de la loi. Les sanctions ne sont pas de même nature. La sanction judiciaire, ça consiste à vous mettre à l'amende ou à vous mettre en prison. C'est normal, vous manquez à la loi. La sanction d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est autre chose. C'est d'être privé de votre pouvoir. On dit, monsieur, comme on remercie un cadre dans une société qui a mal géré, etc. On dit, vous êtes bien gentil, mais vous n'avez pas fait l'affaire, donc au revoir et merci. Donc on les congédie, on ne les disqualifie pas moralement, on dit simplement, voilà, c'est fini. Bon, donc c'est deux choses, des sanctions qui ne sont pas de même nature. Et donc il faut que le juge soit différent. Le juge de la loi, ça doit être un sachant. C'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'est la loi, ce qu'est le droit. Un spécialiste du droit qui a étudié la jurisprudence, les attendus, qui démêle les choses. Mais un juge politique ne peut pas être un sachant. Le juge politique ne peut être qu'un représentant du peuple. Et dans cette affaire, c'est pas une lutte simplement entre la justice et la politique, c'est une lutte entre trois personnages. La justice, les hommes politiques et surtout le peuple, les citoyens. Qui confisque quel est le pouvoir confisqué par les juges? C'est le pouvoir du peuple. C'est à eux de sanctionner positivement ou négativement les décisions qui ont été prises par les hommes politiques, et ils le font. Alors vous avez raison de dire, mais ça marche pas parce que le pouvoir représentatif, le Parlement est très bas. C'est vrai. C'est vrai que moi, je me bats pour que le Parlement soit beaucoup plus autonome par rapport au gouvernement. C'est vrai qu'il y a un problème. Mais il ne faut pas exagérer. D'abord, le Parlement fait quand même un certain nombre de choses. Il y a notamment le Sénat, qui est une chambre indépendante et qui exerce un contrôle souvent vigilant. Et puis, il y a les élections. Il y a les élections à intervalles réguliers. Les gars arrivent, Macron va arriver dans quelques mois, il va y avoir ce que j'ai fait. Si vous appréciez pas, vous me chassez. Si vous appréciez, vous me reconduisez. Donc la sanction, elle continue d'exister. Alors voilà, ce que je voudrais dire, c'est une remarque historique, si je puis me permettre. Une vraie remarque historique. C'est que cette lutte, c'est une lutte ancienne. C'est quand même le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui a liquidé le plus grand, le plus solide et à mon avis le plus efficace régime politique que la France ait eu, c'est-à-dire la monarchie. De Hugues Capet à Louis XVI, belle entreprise, hein, la construction d'un État, la construction d'un pays, et ça a été liquidé par le Parlement de Paris en particulier, par la révolte parlementaire. Alors ça c'est connu. Ce qui est intéressant, c'est comment ça s'est dénoué. En réalité, la lutte était entre le roi, Louis XV par exemple, la séance de la flagellation, tout pouvoir procède de moi, le politique, le judiciaire, etc. Vous les juges, Camembert, vous la bouclez, vous n'avez pas droit au chapitre, et les juges disant c'est pas vrai, en l'absence du tiers état, c'est nous qui représentons le peuple, ce qui était une usurpation fondée sur l'homonymie du mot parlement, qui était soit un tribunal, soit une assemblée. Et alors ça a très bien marché. Louis XVI a sans doute commis une grande erreur en congédiant Maupoux et en abandonnant la réforme du Parlement qui avait été conçue par Maupoux, et les parlementaires ont vraiment gagné. Et ils ont continué le procès, l'affaire du collier par
par exemple, l'affaire Despréménil et Montsabert, ils ont vraiment, et c'est vraiment eux qui ont amené à la convocation des États généraux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça s'est terminé comment ? Ça s'est terminé très vite pour eux. Ça s'est terminé dès l'automne 1788, quand il s'est agi de savoir si les États généraux qui se réunissaient allaient voter par ordre ou allaient voter par tête. Par tête, c'était la démocratie, c'était le tiers-État, c'était les élus du peuple. Parce que c'est une élection qui a pas mal fonctionné, l'élection du tiers-État en 89. Par ordre, c'était le maintien des ordres privilégiés. Et le Parlement, ordre privilégié par excellence, s'est prononcé résolument pour le maintien du vote par ordre. Du jour au lendemain, ça François Furet l'analyse magnifiquement, du jour au lendemain, la popularité du Parlement de Paris s'est effondrée. Le pouvoir parlementaire a été réglé. Les gens ont dit ce sont des gens qui défendent leurs privilèges, ce sont des gens qui s'opposent au peuple. Et après, la République s'est construite très abusivement, d'ailleurs souvent, sur la mise au pas par différents moyens, d'abord les justices révolutionnaires, mais surtout la maîtrise de la carrière des magistrats, l'inamovibilité d'un côté au nom de l'indépendance, mais la maîtrise des carrières, alors les gens aiment bien avancer, donc on les tenait par là, et tout le 19e et le 20e siècle, pratiquement jusqu'à ces 20 dernières années, le pouvoir judiciaire a été tenu en laisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir judiciaire s'est affirmé tant que le pouvoir politique parlementaire du peuple, a été tenu en lisière. Et là, je crois que nous sommes effectivement confrontés à l'exigence de modifications institutionnelles qui réaffirment le pouvoir de contrôle des parlementaires élus par le suffrage universel. Il faut quand même que les Français finissent par comprendre que les députés ne sont pas leurs ennemis, mais leurs élus. Nicolas Bavrez. Pour aller dans le sens qui vient d'être dit, je crois que actuellement, l'Assemblée n'a jamais été saisie d'autant de demandes du parquet national financier qui vise des députés. Donc, on a vraiment une entreprise systématique de poursuite de la classe politique par la magistrature. Et ça, comme il vient d'être dit, dans l'histoire, ça ne s'est jamais bien terminé. Donc, quand on a une insurrection des magistrats contre l'État, ça se termine toujours par la destruction de l'État et de la démocratie. Et franchement, on a eu l'exemple italien est très intéressant. La deuxième chose rapide, c'est pour dire que on a un grand paradoxe de la Ve République parce qu'elle a été créée par le général de Gaulle pour gérer les crises. C'est un régime qui est démocratique, mais assez peu libéral, parce que il veut restaurer le pouvoir de l'État pour pouvoir faire face aux crises historiques. Le XXIe siècle, c'est le siècle des chocs et des crises. Et en réalité, ce régime, à force de concentrer le pouvoir à l'Élysée, a complètement perdu sa capacité à gérer les crises. Et finalement, quand on regarde la comparaison qui était évoquée par Michaela Wiegel, la manière dont on a fait face à cette épidémie, d'un point de vue institutionnel, on ne peut pas faire plus absurde. Donc, premièrement, le président de la République a utilisé le Conseil de défense. Le Conseil de défense pour une épidémie qui est par nature une crise civile, d'abord, c'est un détournement de pouvoir, et ensuite, ça explique la coupure qu'il y a eu avec les acteurs économiques et sociaux. Pourquoi est-ce que c'est fait? Exactement parce que c'est classifié, et donc que ça complique beaucoup l'accès pour les juges. Donc, ce biais-là, il est directement lié au problème qu'on vient d'évoquer. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait? Une loi d'urgence sanitaire. On a rajouté un nouveau régime d'exception, qui d'ailleurs, en réalité, a largement supprimé le pouvoir de contrôle du Parlement. Alors que la plupart des autres démocraties, en tout cas, personne n'a créé un nouveau régime d'exception pour gérer l'épidémie. Et ensuite, on débouche sur ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, grande faiblesse du Parlement, et du coup, un espèce de transfert vers la justice qui est complètement pervers parce qu'elle n'est pas du tout dans son rôle. Et je terminerai par une chose pratique, si vous voulez, et qui montre bien à quel point c'est absurde. Les magistrats, dans leur perquisition, sont allés
donc saisir l'ordinateur personnel du ministre de la Santé et du Premier ministre en pleine crise, en pleine épidémie. Mais enfin, c'est du délire. Donc, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il dit que tout fonctionnaire ou tout dirigeant doit rendre compte de son administration. Évidemment, mais pour le coup, c'est comme si on était allé perquisitionner chez Paul Reynaud en juin 40. Donc, on a des magistrats qui ont littéralement perdu la tête. Donc, si tant est qu'il doit y avoir une dimension judiciaire à ce contrôle, ce qui n'est pas du tout certain, en tout cas, ça doit avoir lieu en temps, en heure et après, et certainement pas au cœur de la gestion de cette épidémie. Michaela Wiegel. Oui, je pense qu'effectivement, ce rappel sur le Conseil de défense est très utile parce que la lecture allemande, en tous les cas, a été que c'était une création pour cette crise parce que justement, on craignait déjà dès le départ tellement des poursuites judiciaires et qu'on voulait éviter à tout prix des fuites qu'on a pris ce moyen. Mais je suis totalement d'accord que c'est le pire moyen pour montrer aux citoyens une gestion transparente. Alors que cette crise a nécessité la création des assemblées ad hoc, c'était le cas en Allemagne, sauf qu'on n'a pas changé les lois. C'est-à-dire, on a eu effectivement une conférence inouïe entre les ministres présidents des différents Länder et la chancelière parce que il s'est avéré que c'était impossible de gérer avec les outils traditionnels. Et ça a été tout de suite critiqué aussi parce que justement on disait mais sur quelle base ces réunions décident des règles en Allemagne. Mais comme c'était tout de suite prévu comme quelque chose de transitoire et en s'adaptant en permanence à la crise, ça a été finalement accepté et ça n'existe plus. C'était le Corona Cabinet. Oui, exactement. Alors, aujourd'hui, on voit que pendant la pandémie, on a fait quand même des restrictions de notre fédéralisme dont on se vante toujours. Donc, on voit bien que même en dehors des lois d'urgence, telles que la France l'a décidé, il y a une possibilité de s'adapter, d'adapter les processus. Je ne dis pas que tout a bien marché en Allemagne, mais là, c'est un exemple très concret. Et je voulais dire un mot aussi sur la tradition parlementaire. Il y a un livre très, très intéressant qui n'est malheureusement pas encore traduit d'une historienne allemande, Hedwig Richter, sur l'idée que finalement, déjà sous l'Empire, il y avait des bases du parlementarisme et que c'était pas cette lecture qu'on a pu avoir que finalement la démocratie c'était une idée étrangère à l'âme, à la génétique allemande et que c'était grâce à cela qu'après 45 on a pu, les Américains et les autres forces occupantes ont pu établir très rapidement une démocratie avec un contrôle parlementaire qui fonctionnait. Et ce livre est très intéressant parce que ça montre justement ce conflit entre des parlementaires, notamment prussiens, le Parlement de Prusse, qui était effectivement dans cette tradition des ordres, mais aussi dans d'autres régions en Allemagne, une tradition parlementaire tout à fait différente et que c'est la jeune République de Weimar n'a pas su forger tout de suite une culture parlementaire de contrôle et malheureusement avec la crise économique, tout ce modèle était balayé très vite, mais que les germes d'une tradition parlementaire de transparence étaient déjà misés. Et donc, j'espère beaucoup que ce livre trouvera un éditeur français parce que c'est vraiment très intéressant. Ce livre a fait beaucoup de débats parce qu'on se complaît un petit peu dans l'idée qu'on avait une zone avec une voix différente dans l'Europe et que finalement, il y a une logique qui va de Guillaume II directement à Hitler et à tout ce qu'on a pu le voir. Eh bien, puisque nous sommes en Allemagne, restons-y et demandons-nous quel leader aura été Angela Merkel, qui quittera le pouvoir avec une popularité au zénith après 16 années à la tête du pays et qui, pour les citoyens européens, est la dirigeante qui inspire le plus confiance. Selon un sondage réalisé dans 12 États membres de l'Union,
sondage réalisé par le Centre de réflexion European Council on Foreign Relations. À la question s'il y avait une élection pour la présidence de l'Europe et qu'il vous fallait choisir entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, pour qui voteriez-vous ? 41% des personnes interrogées ont indiqué leur préférence pour la chancelière, contre 14% pour le président français. Avec son style de leadership technocrate, elle inspire davantage confiance que Macron avec ses discours visionnaires, commentent les organisateurs du sondage. Originaire d'Allemagne de l'Est, fille d'un pasteur luthérien, Angela Merkel est, selon Marion van Rantergem, auteur de C'était Merkel, une conservatrice progressiste. Elle a peur du changement et n'aime pas brusquer les choses. Elle ne suit pas de stratégie. Elle est plutôt guidée par sa structure morale. L'ère Merkel n'a été entachée d'aucune affaire de corruption ou de népotisme. Les crises, en revanche, n'ont pas manqué. De la crise financière de 2008 à la pandémie de Covid-19, lors de laquelle ses interventions sobres et pédagogiques et les bons résultats obtenus dans les premiers mois de l'épidémie restent en mémoire, en passant par le sauvetage de l'euro et son intransigeance à l'égard d'Athènes, l'accueil de réfugiés syriens et irakiens en 2015, qui restera sans doute comme sa décision emblématique avec la formule Wir schaffen das, nous y arriverons, tandis que le réchauffement climatique, sujet sur lequel Mme Merkel a surpris en décidant brutalement en 2011 d'en finir avec l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Sous sa direction, l'Allemagne est devenue un acteur de la scène internationale. Le pays assume de plus en plus ses responsabilités de grande puissance, comme en témoigne son budget militaire, qui n'a cessé d'augmenter depuis 2014 et atteint en 2021 près de 47 milliards d'euros, contre 33 milliards il y a 7 ans. Mais il manque une ligne directrice à sa politique extérieure qui reste compartimentée et dominée par ses intérêts industriels, énergétiques ou stratégiques, critique un récent rapport de l'Institut Montaigne intitulé « Quelle Allemagne après Merkel ?» Ainsi, la chancelière allemande a insisté pour que l'Union signe un accord rapidement avec la Chine. Elle a soutenu jusqu'au bout le projet de gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie. Et si l'Allemagne était considérée comme l'homme malade de l'Union au début des années 2000, elle est redevenue la première puissance économique du continent, fondée sur des excédents commerciaux et une gestion budgétaire rigoureuse. Le taux de chômage a fondu en 16 ans, de 11,2 à 5,7%, dans un marché encore fortement fragilisé par la pandémie. De fortes disparités demeurent toutefois entre Ouest et Est, avec des lenders de l'ancienne RDA, souvent tenus à distance du miracle économique allemand. Les élections de 2017 ont été marquées par l'entrée inédite du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, au Parlement. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, alors il est difficile de dire dès aujourd'hui l'héritage d'Angela Merkel, mais j'aimerais pointer quelques lignes de force, notamment sur le plan intérieur. Tout d'abord, elle a réussi ces 16 dernières années à solidifier la position de son parti au centre du paysage des partis, alors que partout ailleurs, et notamment en France, les grands partis du centre droit s'effondraient, notamment les Républicains, mais on voit la même chose en Italie. Et donc, elle a réussi à faire de la CDU-CSU un bloc qui tient, et la relative faiblesse aujourd'hui de son parti ne doit pas faire oublier cet énorme succès, en quelque sorte, de maintenir un système des partis hérité de l'après-guerre. Et on peut dire probablement que c'est une ruse de l'histoire, alors qu'on lui avait reproché beaucoup d'avoir cannibalisé aussi bien les libéraux que la SPD dans des coalitions différentes. C'est probablement une ruse de l'histoire que ces deux partis, et notamment la SPD, avec une stratégie assez curieuse du candidat à la chancellerie Olaf Scholz de se positionner comme son véritable héritier en disant même je peux être chancelière et montrer le signe que faisait Angela Merkel quand elle s'ennuyait un peu avec ses doigts. Donc, en réalité, elle a achevé d'avoir un paysage politique assez stable, avec la petite exception de la création d'un parti d'extrême droite, l'Alternative für Deutschland, mais on le voit, qui n'a
jamais acquis vraiment une véritable position de force et actuellement, les sondages indiquent un score assez faible. Donc ça, sur le paysage politique. Un autre aspect, pour compléter ce qui était dit sur la politique, soi-disant morale d'Angela Merkel, je crois qu'on peut dire elle est un personnage directement d'un livre de Max Weber, c'est-à-dire elle a une conviction très profonde que l'Allemagne doit être une grande nation mercantiliste et que cela est moralement bon. Et de là découlent toutes les irritations côté français, je pense. Elle a réussi son pari, c'est-à-dire l'Allemagne est redevenue cette grande nation exportatrice. La question, c'est pour ses successeurs, c'est que faire de ce modèle qui est finalement vraiment purement mercantiliste et qui n'a absolument pas cette vision qui est le propre de beaucoup de dirigeants français. Et un dernier aspect sur la politique européenne d'Angela Merkel, effectivement. Et c'était très clair dès le départ, et ça aussi, je pense, on a tendance à l'oublier très vite. Pour arriver au pouvoir, elle a tué le père, et le père, c'était Helmut Kohl, et son dauphin déclaré, Wolfgang Schäuble. Elle l'a fait dans mon journal à l'époque, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est comme ça, elle s'est installée comme future personne dirigeante de la CDU, et par ce procédé même, elle a rejeté la CDU rhénane, très européenne et très attachée à la France. Et on a vu, je dirais, ces 16 années comme un long cheminement pour finalement découvrir en quelque sorte que dans une situation aussi exceptionnelle que la pandémie, il fallait faire bloc et le fonds de relance européen, je pense, est le résultat direct de cette décision quand même assez surprenante de sa part. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper dans son propre parti. C'est vraiment vu comme quelque chose d'exceptionnel et ça va être tout le problème aussi pour le prochain gouvernement allemand de faire comprendre que ce n'était pas un oui à ce qu'on appelle en Allemagne une union de dettes et une relance sans cesse payée par les contribuables allemands. Nicolas Bavrez. C'est vrai que si on regarde en première analyse, Madame Merkel, après 16 ans de pouvoir, sort extrêmement populaire, non seulement dans son pays, mais aussi en Europe. Elle a réussi à faire de l'Allemagne un havre de stabilité au milieu de tous les chocs, les guerres, le terrorisme, les migrants, le krach de 2008, la pandémie. Et par ailleurs, du fait de l'effondrement de la France, c'est vrai que l'Allemagne est aujourd'hui clairement le leader de l'Union européenne, et pas seulement sur le plan économique. C'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui décide ultimement des grandes orientations de l'Union. Elle ne le fait évidemment pas seule. Et un des points importants du génie du compromis de Madame Merkel, ça était aussi de tenir toujours l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud de l'Union. Donc, elle laisse de fait une Allemagne qui, dans l'Union, est surpuissante économiquement et qui est devenue par ailleurs un pays respecté par l'interlocuteur naturel des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou de la Turquie. Alors, quand on regarde ensuite, c'est vrai que sur le fond, les choses sont plus compliquées. On l'a dit, pour elle, l'Allemagne est d'abord une nation qui commerce, et en faisant le commerce, elle fait le bien. Et il se trouve que ce modèle qui était tiré par les exportations industrielles, ce modèle, il est arrivé en bout de course. D'une certaine manière, la crise du diesel sur l'industrie automobile l'a montré, mais la mondialisation aujourd'hui a largement explosé, et compte tenu de l'évolution de la Chine et de la Russie, le fait de mettre en tête le fait d'avoir de bonnes relations commerciales avec ces pays, ça n'est plus aujourd'hui le problème principal. Le problème principal, c'est de gérer l'expansion et de résister au total capitalisme chinois. La deuxième chose, c'est que
dans cette réussite économique remarquable, il y a quand même une pauvreté qui subsiste, même s'il faut rappeler que les Français sont mal placés pour faire des reproches, puisque un Allemand est en moyenne 15% plus riche qu'un Français aujourd'hui. La société s'est polarisée, même si l'extrême droite, maintenant, après une vive montée, est contenue. Et c'est vrai qu'au plan international, le monde de Merkel est mort, parce que c'était cet univers de la mondialisation et l'éclatement de la mondialisation, le ressurgissement des conflits de valeurs, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement différent. Ce sur quoi le bilan est le plus contestable, ça reste l'Europe. Madame Merkel a refusé donc toute vision, tout grand projet. À chaque fois, elle a décidé à la dernière seconde et avec retard. Elle s'est beaucoup trompée sur la gestion de la zone euro. Elle n'a accepté de bouger qu'à la fin sur la pandémie. Et elle a quand même eu plusieurs décisions qui sont catastrophiques. La première, c'est effectivement la gestion de on n'était pas obligé d'avoir une crise de la zone euro en plus de la crise du capitalisme mondialisé. Et l'Allemagne a une énorme responsabilité là-dedans, parce qu'on a fait de l'austérité budgétaire, et avec la hausse des taux de Jean-Claude Trichet inspiré par l'Allemagne, on a fait du resserrement monétaire en 2008 et 2011, c'est-à-dire les pires moments. La décision de sortie du nucléaire en 2011, c'est quand même quelque chose qui a complètement bloqué tous les progrès. Et on ne fera pas de lutte contre le réchauffement climatique sans nucléaire, pas plus en Europe que dans le monde. Les migrants en 2015 expliquent quand même en partie la vague de populisme qui a parcouru toute l'Europe. Et enfin, alors même qu'elle était extrêmement critiquée par Donald Trump, c'est vrai qu'on va voir si ça change aujourd'hui avec le discours de Madame von der Leyen, mais Madame Merkel a bloqué tout projet, toute forme d'autonomie stratégique de l'Europe, et s'est remise entièrement entre les mains de l'OTAN, en croyant que Biden allait nous ramener aussi ensuite à l'Amérique de 1945. Et il suffit de voir ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui se passe en Australie aujourd'hui, pour voir que ça n'est pas le cas. Donc finalement, quand on regarde ces chanceliers allemands, Konrad Adenauer, c'est la démocratie, la réconciliation franco-allemande. Willy Brandt, l'Ostpolitik. Helmut Kohl, la réunification, l'euro. Schröder, il sauve l'économie, l'industrie allemande. C'est Schmitt, fondamentalement l'euro. Avec l'agenda 2010. Et Schmitt, effectivement, c'est d'une certaine manière l'anticipation de l'euro. Qu'est-ce qui restera de Madame Merkel ? Je pense que c'est le grand paradoxe, c'est que finalement... mais elle l'aura vraiment fait, contrairement à Donald Trump. Merkel, c'est Germany first. Jean-Louis Bourlange. Oui, j'ai l'impression que... Vous vouliez dire Deutschland über alles. Angela Merkel, elle me paraît correspondre à un certain profil de dirigeant politique pour lequel j'ai une très grande admiration, dont je suis personnellement incapable d'imiter. Ce sont des gens qui savent exactement, à tout moment, à chaque moment de leur histoire, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, et qui se situent exactement au point d'équilibre entre ce que leur société est prête à accepter et ce qu'elle n'est pas prête à accepter. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement une conservatrice, une modérée, quelqu'un qui écoute profondément son peuple, qui écoute profondément les forces sociales, économiques, qui fait ce qu'il doit faire. Alors ça a marché. Ça a marché. Nicolas vient de faire un tableau un peu sombre. C'est vrai ce qu'il a dit, mais globalement, ça a marché pour une raison simple. C'est que l'Allemagne avait quand même, l'Allemagne dont elle a hérité, avait à peu près réglé tous ses problèmes. Donc, on pouvait se permettre d'être conservateur. Mais elle était aussi immobiliste que Chirac. Chirac était immobiliste dans un pays où rien ne marchait. Donc, on avait besoin de réformes, de changements. On n'a d'ailleurs pas tout à fait su trouver le point d'équilibre satisfaisant. Tandis qu'elle, elle avait hérité d'une démocratie construite par Konrad Adenauer et les Alliés. Elle avait hérité d'une prospérité
bâti dans l'après-guerre avec la solidarité alliée et avec cette formidable réforme économique de Erhardt. Ensuite, tout ça, la réunification avait été assurée par Kohl et l'adaptation de l'économie allemande à la sécurité, à la réunification, a été faite par Schröder. Donc, elle est arrivée dans un monde où tous les grands problèmes étaient en principe réglés. Et elle a géré admirablement ce statu quo. Cela dit, il ne faut pas se dissimuler que, du coup, elle a eu beaucoup de mal à accompagner et à anticiper, à accompagner les changements. Les Français, les Allemands, c'est les pharisiens. Hein. Ils réussissent tout. Ils disent, ah, voyez comme je suis beau, on est bien. Les Français, c'est les publicains. On est vraiment nuls, on fait tout mal, on a notre budget mal géré, notre commerce extérieur est en décapilotade, tout ça, on se bagarre, on met nos politiciens en prison, ou alors on pense qu'ils devraient y être. Enfin, tout ça, ça va pas du tout. Mais en même temps, on a un sentiment profond, comme le publicain de l'Évangile, on a un sentiment profond de notre manque, de nos carences. On dit, il faut faire autre chose. Alors les gens disent, comme Zemmour, comme Le Pen, comme d'autres, moins d'Europe, etc. Les autres, un peu comme moi, disent, non, plus d'Europe, il faut aller, il faut passer à un stade ultérieur. Alors ça, ce discours-là, au bout du compte, on l'a quand même mené. Et ce qui est frappant dans le couple franco-allemand, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Enfin, je voudrais nuancer ce qu'a dit Nicolas à l'instant. Il a dit l'Allemagne est leader en Europe. Je ne crois pas tout à fait. Je crois que nous n'avons pas perdu un certain leadership intellectuel. C'est nous qui avons dit depuis le début qu'il fallait faire une Europe politique, qu'il fallait faire des choses stratégiques. C'est nous qui avons dit l'euro, ça n'est pas simplement une monnaie, ça doit être aussi une politique économique. C'est nous qui avons dit l'ordre du monde se déséquilibre, l'Alliance Atlantique n'est plus ce qu'elle était, il faut de l'autonomie stratégique. Donc et c'est nous qui disons aujourd'hui, il faut faire une adaptation écologique. Au bout du compte, on est plutôt meilleur que les Allemands. Hein. Les taux de contribution à la carbonisation, c'est 0,9 en France et 2,2 en Allemagne. Grâce au nucléaire. Bien sûr, grâce au nucléaire. Et là, c'est un choix. Donc on n'est pas. Mais en revanche, là où Nicolas a raison, c'est que nous sommes peut-être encore, nous avons un peu la course en tête au niveau des idées, mais comme on gère très mal notre système depuis 30 ans, c'est les Allemands qui sont les arbitres. Et c'est là où le bois, ils disent oui ou ils disent non. Le pouvoir d'arbitrage, avant, c'était celui de la France. Du temps du général de Gaulle, on disait oui, on lançait la CED, puis on disait bah non, on n'en veut pas. On lançait des trucs, on les arrêtait. Bon, et là, ça, nous ne sommes plus les arbitres, c'est les Allemands qui disent je veux ou je veux pas. Et là, sur Next Generation, ils ont dit je veux, et ça a marché. Alors maintenant, je termine. Nous sommes quand même confrontés à deux grandes incertitudes. D'abord, le grand enjeu européen, ça va être l'enjeu climatique. Le rapport du GIEC le montre assez. Et là, on a une dissension franco-allemande très importante sur le nucléaire. C'est très, très importante. Et là, vraiment, le choix de Mme Merkel n'a pas été heureux, et ses successeurs ne me paraissent pas devoir l'améliorer. Et deuxièmement, le choix géopolitique. On ne peut pas à la fois être, comme l'a dit Nicolas, à la fois très très pro-chinois, on conduit le business avec les Chinois, on coopère, etc. Et sur la défense, dire on s'en remet aux États-Unis qui veulent engager une nouvelle guerre froide sur la Chine. C'est nous qui avons quand même raison. Il faut une affirmation géopolitique de l'Europe, mais elle est très très difficile à construire, et je ne sens pas l'Allemagne prête à assumer véritablement cette mutation géopolitique. Michaela Wiegel. Oui, je pense que le véritable paradoxe de l'ère Merkel, c'est effectivement les clés de son succès. C'était ce point d'équilibre aussi bien à l'intérieur du pays. Elle a toujours su faire au bon moment. Par exemple, on peut prendre un exemple où le contraste avec la France est très saisissant. Le mariage pour tous. En France, des manifestations, une déchirure dans la société. En Allemagne, elle a pris tout le monde de court, mais elle a pris le bon moment. Elle a complètement mis de côté la SPD, dont c'était la grande revendication, quand elle s'est fait sien, et c'est passé sans aucune vague. Donc, une capacité de sentir le moment de l'action politique. Et c'est pareil, effectivement, au niveau européen, avec l'exemple du fonds de reconstruction.
de relance européen, mais les clés du succès seront plus tenables pour son successeur. Et d'ailleurs, je trouve assez notable, Camille Laschet sur la politique nucléaire a très bien dit actuellement, quand on regarde, le modèle de transition français paraît beaucoup plus raisonnable que le modèle choisi par l'Allemagne. Ceci dit, l'Allemagne a encore imposé dans la prise en compte au niveau européen que le nucléaire n'est pas considéré comme une énergie propre. Donc, c'est là où on voit que ça va être un long débat sur ce point comme sur d'autres pour changer l'état d'esprit. Mais dans une société vieillissante comme celle de l'Allemagne, ce immobilisme éclairé d'Angela Merkel a beaucoup plu. Et je pense que les sondages actuellement, on le verra au résultat, expriment justement cette volonté d'un peu de changement dans la continuité. L'immobilisme éclairé me paraît un mouvement politique admirable et peut-être même devrions-nous ajouter au souhait que Jean-Louis Bourlange et moi-même partageons de la recréation d'un parti opportuniste, la création d'un parti immobiliste éclairé. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en disant qu'il existe un phénomène sur Twitter, c'est celui d'un avocat qui, sous un pseudonyme, celui de Maître Eolas, qui est suivi par plus de 360 000 abonnés. C'est un pénaliste affûté, c'est un pédagogue limpide, c'est une sorte de railleur et de ferrailleur avec la liberté comme une fleur à la bouche. Et Maître Eolas m'a naguère fait lire au guet-apens de son confrère lillois, Maître Mo, M-O, accent circonflexe. À peine ce livre terminé, j'avais dit aux auditeurs du Nouvel Esprit Public à quel point j'avais été touché par ces récits brefs, denses, fraternels de l'ordinaire d'un avocat au pénal. Maître Mo, Jean-Yves Mollard, est mort en février dernier, à 53 ans. Son confrère Éric Morin annonça cette perte en écrivant « Il y a les élégants, les talentueux, les généreux, les fêtards, les courageux, les fêlés laissant passer la lumière, mais je n'ai connu aucun autre avocat qui soit tout cela à la fois. » Et Pascal Robert Diard, l'une des plumes qui donnerait envie d'être journaliste, saluait ainsi sa mémoire dans le monde, un colosse fragile qui se consumait pour ceux qu'il défendait, portait la peine des autres et ne riait que de lui. Les quelques 70 000 personnes qui suivaient Maître Mo, là aussi sur Twitter, ont perdu, et beaucoup l'ont écrit, un homme qui les tirait vers le meilleur d'eux-mêmes. Au guet-apens et d'autres textes sont réédités aujourd'hui aux éditions des Arènes sous le titre « Le livre de Maître Mo ». Je l'ai relu avec la même émotion, celle qui naît de la compagnie d'un homme intranquille, à qui rien de ce qui est humain n'était étranger. Michaela Wiegel. J'ai lu avec beaucoup de retard le livre de Bruno Le Maire, L'Ange et la Bête. On a eu déjà dans cette série ce que appelle Bruno Le Maire les mémoires inachevées, des éclairages très intéressants sur l'intérieur du pouvoir. Là, le moment était étonnant, mais comme il l'explique, c'est grâce à une infection avec la Covid-19 qu'il a trouvé le temps de terminer ce livre. Et donc, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le portrait qu'il dresse de Olaf Scholz, l'actuel favori comme futur chancelier, qui est l'actuel ministre des Finances. Et je pense que le livre a vraiment le mérite de montrer l'homme politique que pourrait être Olaf Scholz. Il montre quelqu'un qui est à l'aise finalement que dans sa propre langue. Alors Bruno Le Maire a le mérite de parler très bien l'allemand et apparemment il a réussi à faire changer de l'anglais à l'allemand ce ministre décidément très froid et très calculateur. Et il décrit aussi comment il a commencé dans une démarche typiquement française à le flatter en lui disant que Thomas Mann, sachant que c'était aussi un auteur hanséatique, auteur des Buddenbrooks, et Olaf Scholz, voyant la ficelle, a éclaté un rire et a dit vraiment Thomas
Thomas Mann, votre auteur préféré. Et donc, on voit à travers ce portrait, je trouve assez bien la relation franco-allemande dans toute sa, complexité. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander le livre du périple de Gaspard Koenig sur les traces de Montaigne, Notre vagabond de liberté à cheval sur les traces de Montaigne. Donc Gaspard Koenig a eu l'idée de refaire le trajet en Europe de Montaigne, qui, après s'être réfugié dans sa tour, était parti à Paris, dans l'Est, ensuite en Allemagne, pour arriver jusqu'à Rome. Et Gaspard Koenig a eu l'idée, avec son cheval Destinada, de refaire cette espèce de parcours en Europe. Et c'est passionnant parce que il y a une espèce d'écho entre cette fin de XVIe siècle et ce début de XXIe siècle, au fil des rencontres. Et on voit bien à la fois, il y a des facteurs de stabilité étonnants. En Italie notamment, il retrouve dans le même palais florentin l'héritière du comte qui a reçu Montaigne donc il y a 5 siècles. Et puis évidemment, il y a des choses qui changent. Donc c'est plein de notations, de fantaisie, et c'est un hymne à la liberté et à l'Europe. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je racontais une petite histoire. Avant de prendre la parole, je voudrais dire quelques mots. Oui, à laquelle m'invite en fait la remarque sur les langues d'Angela. Ça y est, je reprends le C'est travers. la galloisation de Jean-Louis Bourlanges. Absolument, Michaela. C'est tout à fait net. C'était un conseil des ministres des Affaires étrangères européens du temps où les Anglais étaient là et où Roland Dumas était ministre des Affaires étrangères, et Roland Dumas faisait un exposé en français, et l'anglais, avec un peu d'arrogance qui arrive à ce grand peuple, dit est-ce que le ministre français des Affaires étrangères pourrait s'exprimer dans une langue qui soit compréhensible par tout le monde ici? Alors Roland Dumas s'arrête, regarde l'anglais et enchaîne en allemand. C'était un malin, c'est toujours un malin, parce qu'il est quasi centenaire, il est toujours malin que Roland Dumas. Alors moi, je voulais recommander le livre qui paraît en ce moment, il a d'ailleurs été l'invité de France Inter vendredi matin, de mon petit camarade de la Cour des comptes, d'ailleurs, Jean-Marie Guéhenno, qui a une formidable carrière, qui est actuellement professeur à Columbia, et qui a été surtout secrétaire général pour les opérations de paix à l'ONU du temps de Kofi Annan, et ce livre s'appelle Le premier 21e siècle. Et je trouve que c'est vraiment, je l'ai lu cet été, il me l'avait envoyé juste avant qu'il paraisse, je trouve que alors, le titre n'est pas formidable, et le Prière d'insérer ne donne pas véritablement la quintessence de l'affaire, mais l'analyse est d'une finesse, d'une complexité. Il n'y a pas énormément de préconisations, ce qui est bien, parce que on préconise toujours pour avoir l'air de dire qu'on a quelque chose à préconiser, mais en revanche, l'analyse de la crise de l'Occident, de la crise de la démocratie, est vraiment d'une très grande finesse. Ça part d'un constat. L'Europe et l'Occident s'est trompé en croyant que le modèle démocratique avait triomphé, alors que c'était simplement le modèle soviétique qui s'était effondré, pas du tout la même chose. À partir de ce grand malentendu, il analyse formidablement toutes les composantes de la crise démocratique. Il montre que ça va bien au-delà des querelles institutionnelles qui nous agitent, mais il montre que c'est vraiment une transformation liée notamment à la révolution numérique, de la conception même des rapports entre les citoyens, c'est-à-dire une société politique fragmentée, organisée dans des territoires de plus en plus virtuels, fondée sur l'identité, et l'ajustement difficile entre des identités plus ou moins compatibles, d'où l'idéalisation du respect. Le respect, c'est ce qui vous permet d'accepter les autres, même quand ils pensent exactement le contraire de ce que vous pensez. Et donc une démocratie qui est profondément en panne, qui a substitué le culte de l'identité, l'affirmation des identités à l'organisation de l'altérité et à l'affirmation des projets communs, une crise du bien commun. Et enfin, et ça c'est très important, une lecture extrêmement ambivalente et très intéressante sur la Chine, dont il montre à la fois le caractère horrifique, bien entendu, et qui est renforcé chaque jour par les décisions du pouvoir chinois actuel, mais aussi le modèle implicite
modèle de contrainte, de satisfaction profonde que ça représente pour une société éperdue de discorde, éperdue de querelles, et qui pourrait, comme disait la Boétie, se ruer dans la servitude. C'est vraiment un témoignage très très fin et très très un peu pessimiste et très intéressant sur ce que le monde dans lequel nous basculons. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, et puis merci à Adrien Beccaria et à l'arrière-boutique où cet enregistrement a été réalisé. Merci à Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui sont nos producteurs, à Benoît Carré qui est le responsable du compendium, Nicolas Tourneau qui veille sur le site, Olivier Magloire qui surveille les plateformes de financement, et à notre stagiaire Pierre Levrel. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouvel Esprit Public. Et entre-temps, je vous aurai, j'espère, dévoilé tout ce que je peux dévoiler sur le mystère de l'enregistrement en public du 3 octobre.